Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je voudrais vous remercier de votre patience. Je sais qu'entre 2 semaines, 2 dates de semaine, c'est long, mais vous êtes patient, vous êtes surtout très attentif et surtout très fidèle. Donc, je vous remercie. Je remercie également ceux qui contribuent à cette émission en nous donnant des noms d'invités, en nous donnant des noms de gens qui pourraient passer dans cette émission. Et j'ai eu un appel qui m'a fortement recommandé d'inviter notre invité de ce soir. Alors évidemment, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, si je l'invite, ça va encore mettre le dawa dans le pays, ça va encore chauffer le pays. Non, il ne s'agit pas de García Malsa, contrairement à ce que vous pensez. Il s'agit de quelqu'un qui est très discret, mais qui a marqué la Martinique de l'éducation nationale, de son empreinte, pas seulement, je dirais de l'intelligentsia martiniquaise. C'est M. Silver Faraudière. Monsieur Faraudière, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Vous savez que vous pouvez enlever votre masque, hein? Ne vous inquiétez pas. Oui. Cela non seulement me rendra peut-être un peu plus reconnaissable, mais ensuite facilitera l'élocution. L'élocution. Très bien, monsieur Faraudière. Merci pour cette facilité. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes fortement demandé, notamment... on a eu le plaisir de vous écouter tout le long de ces dernières semaines dans une émission hautement fréquentée de Martinique Première Radio qui s'appelle À l'abordage. À l'abordage. Avec Polo. Ah ben oui, je me suis embarqué. Vous êtes embarqué et ça a été très intéressant. Donc je vous ai écouté. Il y a de très nombreuses personnes qui ont dû vous écouter. Et par contre, nous, on a le privilège de vous avoir que pour nous. Et pendant une durée beaucoup plus longue, puisque notre émission dure 1h30. Voilà, alors les gens qui nous regardent doivent se dire, s'ils ont moins de 30 ans, côté Missier Sotti, c'est qui ce Faraudière? C'est vrai. Eh ben oui. Alors, ce que vous allez entendre, alors il y a des gens qui, quand moi je balance quelques punchline, c'est comme ça qu'on appelle ça, le vendredi soir, tout le monde n'est pas très content, mais là, je préfère vous avertir, ce que vous allez entendre, c'est 10 fois plus fort que ce que moi, de temps en temps, j'ose sur cette société martiniquaise qui a du mal à se regarder. Si je vous dis société martiniquaise, Silver, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Bloqué. Une structure bloquée. Une structure bloquée. Expliquez-nous ça. Ben, la Martinique paraît alerte, joyeuse, gaie. Ouais. Les gens montrent une certaine aisance de vie. Mais en fait, c'est une question d'habitude. Mais quand on va au fond, quand on veut vraiment rencontrer les gens, on se rend compte qu'on a affaire à une structure vraiment bloquée. Ouais. On se côtoie. On s'accepte comme ça, mais on ne va pas plus loin. Alors, on va essayer d'aller plus loin avec vous. Merci. Vous m'avez tendu la perche. Alors, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas un chercheur avide de trouver les raisons ethnographiques, anthropologiques, psychologiques, psychiatriques de ce blocage. Mais vous êtes quelqu'un de remarquable. Alors, j'ai envie de commencer pour un peu mieux vous situer et juste pour provoquer un peu le microcosme martiniquais, de dire que vous venez de très très loin parce que vous êtes né à reculer à Sainte-Marie. Oui, mais il ne faut pas... faut pas stigmatiser mon quartier. Non, régulièrement, moi je dis aux gens, si vous voulez vous exprimer correctement et que tout le monde comprenne, il faut que les gens de reculer Sainte-Marie puissent comprendre parfaitement ce que vous dites. Donc je les ramène, vous savez, on part dans des shows de démonstration intellectuelle et je dis non, on revient à des choses que les gens puissent comprendre. Et ce soir, vous allez faire votre propre arbitre, vous allez vous surveiller parce que, alors les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. Vous avez en face de vous, donc, un petit garçon
qui est né au fin fond de la campagne martiniquaise, C'est bien vrai. il y a quelques années, on va dire ça comme ça, et qui est agrégé de sciences physiques, Exact. diplômé de sciences de l'éducation, Exact. ancien inspecteur d'académie, ancien directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et l'auteur prolifique de beaucoup d'ouvrages, on va les citer, et qui est aujourd'hui quelqu'un qui a un regard extrêmement affûté sur une société qui, vous venez de le dire, est bloquée. Alors on va faire un peu le tour, je dirais, de votre parcours, mais on va surtout vous interroger sur ce qui pourrait expliquer cette espèce de blocage dont vous êtes le témoin et dont vous voulez, j'allais dire, participer à l'effacement, c'est bien ça? Absolument. En prévenir les jeunes, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes ne soient pas victimes des conséquences de ce blocage. Parce que vous en êtes une des victimes. Ah oui, c'est un miraculé, j'ai l'habitude de dire, à la fois de l'école, mais aussi de la société. Il a fallu une certaine, prudence de vie, un certain écart des choses, enfin, un regard lucide, pour, disons, mener sa barque au point où j'en suis maintenant. Alors, parce que quand on regarde la Martinique d'aujourd'hui, les gens sont complètement abusés en réalité. Ils sont trompés par ce qu'ils voient et il y a des permanences. En particulier, quelque chose que vous avez connu, c'est la pauvreté. Oui, la pauvreté, toute simple, hein, dans sa nudité. Sans jeu de mots en plus, nudité. Hein. Absolument. Parce que je me suis laissé dire. Alors évidemment, Silver, moi j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé des gens. Vous savez que c'est le principe de l'émission. Et voilà. Et les gens m'ont dit, Silver, c'est quelqu'un... Alors ils ont employé le mot. Il y en a un qui a employé le mot que vous venez d'employer, c'est miraculé. Oui. Et il m'a dit ça en créole. Il m'a dit, nous qu'à continuer à dire que nous, qui maniait Silver arrivé juste là. Eh oui. Alors, racontez-nous un peu le début, l'histoire, la genèse. D'autant que j'étais un petit garçon bien timide, hein. Ouais. Timide, mais pas du tout affadi. Hein. Il avait son regard qui était ailleurs. Alors, votre famille, au tout début, pour que les gens comprennent bien. Ma famille est simple, agriculteur, puisque c'est le terme qu'il faut donner, ou cultivateur. Quand je remplissais mes formulaires au lycée ou ailleurs, on me demandait la profession de mon papa, et bien je cherchais vraiment. Mais le vrai adjectif que j'utiliserais, c'est exclu. C'est-à-dire des gens qui sont là aux marges de la société, qui vivent, qui trouvent les moyens d'extraire de la nature, du sol et de l'eau, de la rivière, d'extraire des éléments pour se nourrir et nourrir leur famille, et qui sont là, qui ont des contacts épisodiques avec ce qu'on pourrait appeler la société, le bout. On descendait à la messe le dimanche, juste le temps d'aller faire et de remonter. Mais cette exclusion dont vous parlez, elle ne concernait pas qu'une frange de la société. Il y avait une masse de paysans, d'agriculteurs, de travailleurs agricoles dans les campagnes qui étaient totalement exclus de la vie de la société brillante. C'est bien ça? Mais absolument, absolument. Mais alors, quand on le constate, quand on y est, quand on en fait partie. Ouais. Maintenant, quand on y vit vraiment, est-ce qu'on se rend compte, sauf s'extraire comme je pouvais le faire, ou qu'on est exclu, oui, il le savait, c'est vrai, il le savait. Alors, donnez-nous les années quand même, pour qu'on puisse, que les jeunes qui nous écoutent, parce qu'il y en a, hein, qui regardent cette émission, notamment les jeunes de la diaspora, qui veulent rester en contact avec la Martinique, qui regardent cette émission. Oui, situez-nous ça dans le temps. Dans le temps, je suis né en 1941, donc juste la guerre n'est pas terminée, donc nous sommes encore dans la période de rationnement, et mes parents se demandent est-ce qu'un jour je verrai le pain. Eux-mêmes, ils recevaient le pain avec une telle rareté qu'ils se demandaient si un jour leurs enfants le verraient.
Bon, Alors vous êtes quand même issu d'une famille très nombreuse. Hein. Très nombreuses, oui, elle est devenue nombreuse. Disons, je suis l'aîné de 8, Ouais. voilà, de 8 enfants. Et donc, nous étions là, pas tous en même temps, puisque comme je suis l'aîné, j'ai dû faire un bout de chemin avant que les autres n'arrivent. Et donc, Oui, parce que dans ces années-là, c'est bien les enfants qui partaient travailler très vite qui permettaient de nourrir le reste de la famille. Absolument, absolument. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance. Mon père, lui, croyait en l'instruction. C'est un avantage extraordinaire. Il avait sa condition. Il regrettait de n'avoir fait qu'en temps cumulé que 2 années de classe. Il savait signer son nom et déchiffrer des lectures. Mais il tenait à ce que ses enfants réussissent. Alors, disons bien, parce que 1941, c'est pas il y a 300 ans, on est bien d'accord. Hein. Non. C'est encore une date qui permet de faire le lien avec une histoire plutôt récente de la Martinique, donc le XXe siècle. Et ce sur quoi vous venez de mettre le doigt, c'est que dans les campagnes, l'analphabétisme et l'illettrisme sont une donnée de base. Ah oui, mais non, ah oui, les gens sont absolument analphabètes et quand vous trouvez quelqu'un qui sait lire ou qui sait écrire, c'est vraiment une perle. Là. Cette personne est exceptionnelle, elle fait partie des notables. Donc, cet analphabétisme qui touche fondamentalement les gens des campagnes touche aussi la frange pauvre des banlieues, des bouts, etc. Donc, la courbe de l'analphabétisme en Martinique est extrêmement instructive. L'analphabétisme explique beaucoup de choses. Alors dites-nous ça. En particulier cette exclusion. Ouais. Mais il faudrait savoir d'où ça vient. Ah ben écoutez, on est là pour ça, parce qu'on a rarement l'occasion de recevoir des gens qui ont cette double vision, celle de la modernité. Oui. Parce que je me suis laissé dire que Twitter, Facebook, Internet, pour vous, ça n'a pas de secret. Et vous êtes né en 1941, je le rappelle. Alors qu'il y a des petits jeunes qui ne savent même pas manipuler ce truc. Donc, et en même temps, vous avez un lien extrêmement fort avec l'histoire de votre pays. Absolument, c'est bien. Alors, la raison, d'où ça vient ça? D'où ça vient? En fait, moi j'ai trouvé un fil directeur. Le fil directeur, c'est l'histoire de l'école. Ouais. L'histoire de l'école en Martinique. On a en Martinique, à l'heure actuelle, une idée de l'école qui est fausse. Je dirais qui est fausse, mais des fois, quand vous interrogez les gens sur l'histoire de l'école, ils n'en savent rien, au fond. Ouais. Donc, j'ai écrit Alors on va voir à l'écran, si on peut voir, si en régie on peut nous mettre déjà l'histoire de l'école en Martinique, c'est le premier ouvrage. Alors le premier, je veux dire chronologiquement, c'est l'école aux Antilles françaises, c'est bien ça? Oui. Et ensuite vient l'histoire de l'école en Martinique. De toute façon, on y reviendra au cours de l'entretien. Alors vous dites, cette histoire d'analphabétisme, d'exclusion sociale, et puis on ira beaucoup plus loin tout à l'heure, parce que vous êtes extrêmement pointu sur les causes. Vous dites tout ça, ça a à voir avec, j'allais dire, une volonté politique liée à l'école. Oui, une volonté politique. L'école a été instrumentalisée. Alors ça veut dire quoi? L'école a été utilisée pour préserver le pouvoir à un certain groupe, à des groupes. Nous sommes... Alors, quand je disais qu'on allait avoir une révolution ce soir, vous savez que les hommes politiques sont incapables de tenir ce langage-là. Ce que vous venez de dire, alors, on va faire comme à la télévision, redites-moi ça pour que les gens comprennent bien. Non, à l'origine quand même, faut pas aller bien, enfin, pour être grand savant pour savoir que nous étions divisés. La population de la Martinique, on parlait très souvent de 3 races. Alors. La blanche, la sang mêlée ou mulâtre et la noire. Les noirs. Et la noire. Et pendant longtemps, on a cherché à créer la fusion des races.
Mais on en a parlé au début au niveau des deux premières races, la blanche et la sans-mêlée, faire une seule race. Avant l'abolition de l'esclavage, c'était les sans-mêlés qui étaient demandeurs de fusion. Ils ne l'ont pas obtenu par ségrégation, par discrimination. Discrimination. Allons parler clair, monsieur clair. Les Blancs, on va dire les béquets de l'époque, les colons, ne voulaient pas se mélanger ou faire une fusion sociale, parce que c'était déjà mélangé. C'était bien social. Pour faire des métis, il faut, j'allais dire, soit s'allier volontairement ou dominer le plus souvent une noire, une femme noire, pour faire des métis, on est bien d'accord. Absolument. Bon, et après, on a quand même maintenu cette espèce de ségrégation entre les blancs et les métis. Oui, la ligne blanche, il ne fallait pas la franchir, et donc ils n'étaient pas autorisés à, disons, banaliser les rapports entre blancs et mulattes. Donc ça, c'est... Pendant ce temps, les nègres, eux, étaient esclavagisés, ou certains étaient déjà émancipés, mais ce n'était même pas question de parler de cela. Comme dirait l'autre, il ne fallait même pas y penser. Il ne fallait même pas y penser. Mais après la libération des esclaves, et surtout au début de la Troisième République, les choses se sont inversées. Ce sont les Blancs qui demandaient la fusion des races à ce moment-là. Et les mulattes l'ont refusé. Ils l'ont refusé parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils avaient conquis le pouvoir entre 1870 et 1885. Ils ont conquis le contrôle du Conseil général de toutes les instances politiques et administratives de la colonie. Donc, ils sont les maîtres et ils se sont donné les moyens d'entretenir cette situation qui leur était favorable parce qu'ils sont portés naturellement vers l'instruction. C'est l'instruction qu'ils ont eue dès le départ, avant même la libération des esclaves, qui les ont mis en position extrêmement favorable de dominer la société au début de la Troisième République. Alors faisons une pause là, que les gens comprennent bien. Au départ, les mulâtres, donc qui sont les fils de Noirs et de Béquets, on est bien d'accord, ont un recours, j'allais dire, systématique à l'éducation pour pouvoir monter dans l'échelle sociale. Absolument. Donc ils deviennent avocats, médecins, etc. Absolument, un véritable partage des tâches. Après la lutte politique qu'ils ont menée contre les Béquets, il y a eu une trêve, et dans cette trêve, il est clairement dit que les mulâtres les Béquets, conserveraient les instruments de production, la terre, les usines, tout ce qu'ils avaient auparavant. Alors que les mulâtres, eux, se rouillaient vers les professions libérales, notaires, médecins, pharmaciens, tous ces métiers qui demandent de l'instruction et des recherches personnelles. Plus la politique. Ah oui, là évidemment, la politique, on a pu dire la politique, c'est la fibre même des mulâtres. Ils aiment la politique et ça c'est toujours. Alors pourquoi ils aiment tant que ça la politique? Parce que rappelons qu'à l'époque, le pouvoir politique est un pouvoir colonial et c'est un pouvoir blanc. C'est un pouvoir blanc et avant l'abolition de l'esclavage. Avant l'abolition de l'esclavage, certes. Et après, les mulâtres prennent le pouvoir politique. Et c'est là que s'opère le lien avec l'école. Parce que ce qu'il faut rappeler, si j'ai bien lu l'ensemble de votre littérature, c'est que on est encore en colonie. On a un conseil général qui est le propriétaire de l'école. Oui, en tout cas, qui est le gestionnaire. Voilà. Alors, à un certain moment, l'école a eu un raté à cette époque-là précisément. Entre 1882, mettons 80, entre 1880 et 1895. Pendant cette période, on a eu une première tentative d'assimilation de l'école coloniale à l'école française, c'est-à-dire la même structure administrative. On a eu un premier vice-recteur qui s'appelait Henri Simon Guerrier,
il était vraiment vice-recteur, un second qui était Louis Garot, et il travaillait à rapprocher la structure administrative de l'école en Martinique à ce que cette structure est en France. Parce que, allons faire une pause, Oui. Sylvain, là. Il faut quand même rappeler aux gens que, à cette époque, l'école n'est pas gratuite. Ça dépend. Oui, mais aujourd'hui, l'école est gratuite. L'école est gratuite pour tout le monde. Pour tout À le monde. l'époque, ce n'est pas le cas. À l'époque, ce n'est pas le cas. Effectivement, il est important de faire la distinction. Ouais. Hein. On a l'école communale, l'école pour tous. L'école de Jules Ferry, c'est l'école communale. Ouais. Et à côté de cette école communale, il y a le secondaire. Et à côté du secondaire, il y a le supérieur. Est-ce que je peux, Et est-ce que je peux résumer en disant Ouais. la chose suivante? C'est Ouais. qu'à l'époque, ça va être un peu caricatural, mais c'est pour que les gens comprennent. L'école communale, c'est pour les Noirs. C'est le niveau, on va dire, le inférieur, les premières classes, c'est bien ça. Et puis dès qu'on passe au secondaire et à l'école supérieure, on change de race. Ce n'est pas tout à fait ça. Si on se place du côté de l'aspect institutionnel des choses, Ouais. l'école de Jules Ferry, l'école qui est gratuite, Ouais. laïque, gratuite et obligatoire, voulue en France, Ouais. est précisément l'école des plus humbles. Ouais. Elle est gratuite. Mais il faut dire que l'enseignement secondaire, lui, est payant. Ah ben voilà, mais c'est... Non, l'enseignement secondaire est Oui, payant. oui, mais Sylvain, Oui. qui est-ce qui a de l'argent à cette époque? Ça peut pas être massivement réservé aux Noirs, vous êtes d'accord? Non, bien sûr. Ah bon? Mais il faut... Effectivement. Bon. Mais ce qui s'est passé, bon, je passe les détails, mais on pourra peut-être y revenir. On va y revenir. C'est qu'au bout du compte, l'enseignement secondaire, qui était normalement payant, s'est trouvé gratuite. Et on a un point de repère qui est très net. En 1928, Victor Sévère, qui était le grand homme politique... Maire de Fort-de-France, etc. À cette époque, Ouais. eh bien, pouvait dire à la France qui est en train de réfléchir à rendre l'enseignement secondaire gratuite, mais nous, en Martinique, il y a longtemps que nous avons rendu l'enseignement secondaire gratuite. Oui, mais ce que Victor Sévère ne disait pas à la France, oubliait de dire à la France, c'est que cet enseignement secondaire était quand même réservé à une élite. Était réservé à une élite et était destiné aussi à former une élite. Et cet enseignement secondaire était constitué autour de deux établissements, Ouais. le lycée Schellcher et le pensionnat colonial. Oui. Mais il faut quand même reconnaître que l'argent est limité. Cet argent qui a servi à rendre l'enseignement secondaire gratuit a manqué à oui. l'école communale. Alors c'est pour ça qu'on parle de volonté politique. Voilà. Donc si on résume, on va vite, des mulattes qui contrôlent, on va dire, les instruments politiques, donc les budgets, Absolument. et ils prennent l'argent et ils le dirigent vers des établissements d'élite, Absolument. et ils oublient complètement les écoles communales, les écoles rurales. Il ne les oublie pas complètement, mais en tout cas, il ne s'en intéresse pas autant qu'il en faut. Vous êtes très gentil. Vous êtes très gentil là en télévision. Par contre, dans les bouquins, là, vous êtes radical. Hein. C'est vrai, mais parce que je peux appuyer véritablement mon propos par des développements et des exemples qui seraient longs à expliquer ici. Non, on a le temps. Et prenons le temps parce que ce que vous faites là, ce travail que vous avez réalisé, permet de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle et franchement, je finis aux réactions de ceux que je rencontre qui auraient pu avoir telle réaction. Moi, je suis vraiment à penser qu'on ne veut pas. Ah. On ne veut pas ouvrir ce champ de connaissances à la population. Et mon plus grand désir serait que les jeunes, en tout cas les nouveaux enseignants, parce que j'étais enseignant pendant longtemps, je sais qu'ils sont curieux intellectuellement, ce serait de jeter un œil sur ces écrits, les critiquer s'il le faut, moi je suis ouvert à la critique, mais ne pas faire comme si
ça n'existait pas. Alors, c'est redoutable parce que j'espère que ce soir on va lancer le débat, puisque vous savez que ce genre de débat sociologique, historique est vite enterré. Parce qu'une certaine partie de la population n'a pas du tout intérêt à ce qu'on en parle. Mais vous en parlez. Et puis, pas récemment, depuis très longtemps. Depuis que vous avez décidé de prendre votre retraite, vous dites, bon, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Absolument. Je vais aller comprendre. Alors, avant que vous nous expliquiez votre démarche intellectuelle, je vais quand même faire une petite citation. Vous parlez dans un texte qui a été publié dans Madinin Art. Alors, bon, c'est une revue qui est essentiellement sur le net et je vous recommande très fortement d'aller lire quelques articles. Il y en a beaucoup. Oui. Alors vous, le 4 août 2020, donc il n'y a pas très longtemps, vous publiez un article qui est passé totalement inaperçu de la classe politique, mais on va le ressusciter. Ça s'appelle « Qui sont les vrais casseurs ?» Alors vous parlez de toutes évidemment, la liste presque infinie des statuts mis à terre, tagués, détruites. Bon, tout le monde s'en souvient, Schellcher, Joséphine, etc., etc. Et puis vous dites, bon, il y a des casseurs, on peut leur trouver des excuses ou on peut les attaquer, c'est pas ça le cœur du sujet, c'est pourquoi on casse. Alors je vais vous citer et on va voir le vrai lien avec ce qu'on vient d'expliquer. Vous dites, qui sont les vrais initiateurs des débordements racistes ? Parce que ce qu'on on a mis en exergue, c'est que dans ces j'allais dire, ces casseurs, disons ça comme ça, et surtout autour d'eux, il y avait une espèce de montée d'une espèce de théorie racialisée, du noirisme, etc. Et vous dites, bon, attendez, peut-être que c'est vrai, et nous, on pense que c'est vrai, bien évidemment, parce qu'il y a des références, notamment à Duvalier, au noirisme essentialiste, etc. Mais vous dites, attention, la population est fortement métissée. Bon, vous le reconnaissez, c'est une des îles les plus métissées de la Caraïbe. Mais ce serait faire injure à l'histoire et au bon sens que de nier que le fond quantitatif et culturel de cette population est nègre. Pour autant, c'est bien ce qui se passe. Les vrais activistes de la caisse actuelle sont ceux qui mettent tout en œuvre pour nier ou masquer cette réalité-là. Ils s'empresseront d'accuser ceux qui se réclament de cette évidence d'incitation à la haine raciale. Mais là, il faudrait regarder de plus près, se demander par exemple, qui sont les vrais initiateurs des débordements racistes qui conduisent aujourd'hui même le jeune talentueux nouveau maire du Diamant à porter plainte contre certains de ses administrés. Alors vous faites la boucle, vous mélangez deux choses, mais surtout vous attirez le regard sur le fait que cette société vit... alors, ce qui me fait plaisir, c'est que j'arrête pas de raconter ça, mais les gens me regardent bizarrement en me disant, mais d'où tu sors ça ? Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui a exactement la même forme de pensée, qui dit, mais tant que nous aurons cette double hiérarchie sociale et raciale, on va pas s'en sortir. Alors, non, on va pas s'en sortir. Et comment dire, le problème est tellement vaste. On va pas s'en sortir. Il faut trouver un terrain d'entente. Parce qu'on est en Martinique, on ne va pas, après plus d'un siècle, après une période esclavagiste, après une période... 200 ans, 100 ans de colonie. 100 ans de colonie, mais après la libération de l'esclavage. Hein. Oui, mais 100 ans de colonie, non, la colonie a commencé bien avant. Oui, non. Pendant l'esclavage... Oui, il y a eu l'esclavage colonial, et puis la colonie après l'esclavage, qui a continué. Mais il y a surtout le servage. Oui. On l'oublie. Après l'abolition de l'esclavage, les nègres qui ne se retrouvaient pas dans la société dans laquelle on voulait le construire, ils ont fui vers les hauteurs. Ils ont développé leur pays vivrier. Oui. Bon, ils se sont extraits volontairement, mais en même temps poussés par l'impossibilité de rester près de l'habitation. Ils sont montés dans les campagnes. Bon, et là, ils ont constitué une population véritablement à part. Maintenant, étant à part, par la force des choses, voyant ce qui se passe dans la société, le reste de la société, où le pouvoir est ce qu'il est,
vous pensez bien qu'on a on a de fait cette séparation dont tu viens de parler. Ouais. On l'a de fait. Bon, mais on l'a de fait. Comment? Mais on est tous des Martiniquais. Et à côté, il ne faut pas oublier qu'il y a les Békés. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on arrive à se parler, on arrive à... Mais quand je dis se parler, c'est-à-dire s'entendre naturellement, sans emphase ni mots, sur des réalités de notre vie. Et donc, l'idée, elle est peut-être farfelue, mais c'est de reprendre à l'école l'enseignement de l'histoire de la Martinique, en s'appuyant sur l'histoire de l'école, et surtout en essayant de construire quelque chose de consensuel. Moi, j'ai pensé à un musée qui serait... Alors, évidemment, je ne suis pas spécialiste de musée, mais je sais que le musée manque parce qu'il permettrait aux uns et aux autres, à leur rythme, en fonction de leur demande personnelle, individuelle, mais pour aussi l'intérêt de l'école, des enfants, permettrait donc une connaissance commune, acquise de manière individuelle. Mais Silver, vous avez oublié de nous préciser quel type de musée vous voulez. Oui, évidemment, mais la Martinique, il y a une réalité. Non, attendez, Silver, n'allez pas plus loin, parce que là, les gens se disent, bon, Silver, dis-nous que pour nous sortir d'Abaïta, il faut nous faire un musée. Le problème, Silver, c'est que vous avez oublié de dire que ce que vous souhaitez, c'est un musée de l'esclavage. Oui, c'est-à-dire, en fait, pourquoi on est divisé? C'est parce qu'on est divisé sur l'esclavage. Des uns refusent l'idée même de l'esclavage. Le déni existe. Existe. Mais il est des deux côtés, le déni. Il est des deux côtés. Il est du côté noir et il est du côté blanc. Mais absolument. Ouais. Absolument. Non, là, il n'y a pas... Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, bon, pour les Blancs, on peut penser qu'ils sont du mauvais côté, du côté de celui qui est accusé. Là, c'est de la culpabilité. La culpabilité. Donc, ils n'ont pas spontanément envie d'exposer cela. Ouais. Pour les Noirs, c'est autre chose. C'est la course à devenir blanc. Bon, il y a un terme... Ce serait une espèce de marche arrière, en fait. Non, il y a un terme que je vais utiliser, c'est l'idéologie mulâtre. Ouais. Les mulâtres, au moment où ils ont eu le pouvoir, pas au moment où ils ont sécrété un argument ou une façon de perpétuer ce pouvoir. Comment? C'est-à-dire pour... suppléer leur petit nombre, parce qu'au début, ils étaient très petits, ils étaient un petit nombre, et ils craignaient eux-mêmes pour leur existence. Des contemporains de l'époque, comme Lafcadio Hearn ou comme le vice-recteur Garot, ne donnaient pas cher de cette petite frange de la population qui constituait les mulâtres, même s'ils avaient le pouvoir, devant la masse des nègres qui étaient là, qui attendaient et qui étaient menaçants, un peu comme cette masse a été menaçante en Haïti. Ouais. Donc, pour se défendre, mécanisme de défense, il y a eu sécrétion en quelque sorte, j'utilise ce terme peut-être pas de manière appropriée, d'une idéologie. L'idéologie que j'appelle l'idéologie mulâtre. Alors, sur quoi elle se fonde, sur quoi elle est basée, cette idéologie? Elle dit quelque chose de très simple. C'est pas la peine de chercher à la fusion des races. Nous sommes une race, nous les métis. Nous sommes une race, nous sommes la race, et nous disons que pour atteindre le progrès, le nègre doit passer absolument par le métissage. Ah ouais. On ne peut pas atteindre le progrès, ne pas aller vers le progrès social, intellectuel, etc., s'il n'y a pas métissage. Cette idée, elle n'est pas formalisée nulle part, mais quand vous lisez, quand vous sentez les choses, c'est ça qui est en action. Et donc, le nègre, lui, il veut, vous savez bien, on sait bien, chacun cherche à se blanchiser plus ou moins. À sauver la race, comme on disait, voilà, c'est ça? À ne pas être le dernier nègre et à ne pas mériter l'opprobre qui se trouve attaché. Donc, il y a un mouvement un peu spontané vers le métissage. Vers le métissage, à devenir métissage. On veut que son enfant
soit sauvé alors qu'on ne l'est pas. Ce que vous racontez là est terrible. Et ce qui est... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont protester en disant « Mais qu'est-ce que M. Faraudier raconte ?» Et vous êtes simplement extrêmement précis et vous prenez un seul exemple, c'est celui de l'éducation. Bien sûr. Oui, alors, racontez-nous ça, parce que les recherches que vous menez indiquent ça très clairement. C'est celui de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ce que j'ai découvert, ce que j'ai pu découvrir, c'est peut-être à titre individuel ma propre trajectoire, mais je ne vais pas... Oui, non, on va y revenir, parce que vous êtes le symbole même de cette espèce de choc culturel que vous ressentez. Oui. Quand vous tombez dans le système, on va dire ça comme ça, parce que vous partez d'une situation sociale extrêmement humble, et puis grâce à ce désir de votre père que vous puissiez monter, attraper l'ascenseur social et grimper, comme c'est le cas très souvent dans les campagnes martiniquaises. Absolument. D'ailleurs, les grands hommes martiniquais, pour la plupart, viennent bien de ce terroir, notamment dans le Nord Atlantique. C'est de là que vous êtes extrait, puisque c'est le mot que vous employez. C'est vrai. Et puis, vous tombez dans le système, j'allais dire, intellectuel de l'éducation, parce que plus intellectuel à l'époque qu'un instituteur ou un professeur, tu meurs. C'est le sommet. Et là, vous êtes choqué. Vous êtes choqué pourquoi? Je suis choqué par la coupure qui peut paraître naturelle entre l'enseignant, par exemple, et la population que ces enseignants sont censés enseigner. Ouais. Bon, si je dis ça à un enseignant, il va me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit là encore? Bon, loin de moi l'idée de stigmatiser un enseignant, quel qu'il soit. Ben non, vous avez fait partie. Je suis enseignant, ouais. J'ai été enseignant, j'ai été, responsable des structures de contrôle du travail de l'enseignant, et il ne me viendrait pas à l'idée, moi, de dire que les enseignants sont mauvais, même si je mets des guillemets. Non, un enseignant qui ne fait pas de son travail, on sait comment le repérer, comment le ramener. Donc, les enseignants, pour moi, sont des personnes absolument honorables qui font leur travail dans le cadre où on leur demande de le faire. Mais c'est ce cadre qui pose problème. Ouais. C'est ce cadre qui pose problème et dont les effets dépassent les velléités personnelles, les tendances personnelles et individuelles. Si vous prenez je ne vais pas faire l'histoire complète, mais la formation du corps enseignant. Oui. La formation du corps enseignant est est un élément extrêmement enrichissant sur l'état de la société actuelle, sur sa composition. Les enseignants, le corps enseignant a été créé en 1800. Disons 80, entre 1880 et 1884. En 1884, il était constitué, ce corps-là. Alors, quand vous dites le corps enseignant, ce sont des instituteurs, on va dire ça comme ça? Oui, ce sont des instituteurs. Avant, ce n'était pas des instituteurs. Avant, les gens qui instruisaient on va dire les jeunes, oui. Et c'était pas des jeunes noirs qui étaient instruits, on est bien d'accord. Absolument. C'était souvent le clergé. C'était les prêtres. Pas seulement, mais un peu. Oui, je me débat pour dire non, parce que c'était pas des prêtres. Oui. C'était des religieux, mais en fait, c'était les pères, oui. C'était des congréganistes. Voilà, alors pour les gens qui nous écoutent, grosso modo, c'était quand même l'Église qui avait la haute main sur l'éducation. Non. Non, c'était pas ça. Non. L'histoire de l'école, je le répète, il faut la lire en entière et comprendre. Avant l'abolition de l'esclavage, vers les années 1830, 1834, le gouvernement français, poussé par les abolitionnistes, a dit il faut faire quelque chose. Il nous faut préparer la population à cet événement qui sera l'abolition. Donc, le gouvernement français a signé une convention, un contrat, avec une congrégation
celle des frères de Ploermel. Une congrégation, c'est pas une église. Ben, c'est quand même une congrégation Mais non, religieuse. Oui, c'est une congrégation Voilà, religieuse. voilà, je me l'église, c'est autre je me suis chose. trompé sur l'église. Ce que je voulais Oui. vous dire et soumettre à votre jugement, c'est bien ça. C'est religieux. C'est pas laïque au début. C'est pas laïque. Voilà, d'accord. C'est pas laïque, mais Ouais. c'est l'État qui l'a demandé. Oui. L'État qui l'a demandé. Vous conviendrez qu'il n'y a pas encore la séparation de l'Église et de l'État qui ne va aboutir réellement qu'en 1901, enfin, En 1905. En 1905. C'est pour vous dire que depuis 1834 à peu près, Ouais. les enseignants de l'école primaire, de l'enseignement élémentaire, disons, sont des congréganistes, soit des sœurs soit des frères de Ploermel, soit des sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Mais ça, par la volonté du gouvernement. De l'État. De l'État. Et ils sont payés par l'État. Ils sont payés par l'État et pas par l'Église. Ça, il faut... Donc c'était des fonctionnaires. C'était des fonctionnaires. C'était les premiers maîtres. Et mon épouse qui a écrit un livre, Nos maîtres d'école, insiste bien là-dessus, c'était nos premiers maîtres. D'accord. Et ils ont été, évincés de leur poste pour les hommes en 1880, dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand je parle de rendez-vous manqué pour l'école, ça a été le premier rendez-vous manqué. Alors, expliquez-nous ça. La laïcisation du personnel enseignant masculin s'est faite dans le désordre le plus complet. Et cela, tout simplement par une décision qui me paraît irréfléchie, des politiques martiniquais. Le gouvernement, le ministre... C'est la première décision indépendantiste. Peut-être En tout cas, pas. autonomiste. Oui, mais qui peut être... Enfin, on peut être autonomiste. Ouais. Mais quand on a en vue sortir la masse qui est issue de l'esclavage, donner à cette masse, comme on dit, la deuxième clé de sa liberté, qui est le libre arbitre, la connaissance, l'instruction, on ne s'arrête pas à des petites considérations d'autonomisme, etc. On essaie de faire au mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le ministre des colonies demande, par dépêche, aux responsables locaux, c'est-à-dire au gouverneur et au conseil général, de réfléchir à la manière de faire avancer la laïcisation de l'école élémentaire. Et le ministre donne la méthode. Il dit, vous construirez une école normale, et cette école normale devait être entre la Guadeloupe et la Martinique. Une école normale de garçons, et il promet, nous allons, le ministre, fournir les enseignants à cet effet. Alors, vous dites, alors pour les gens qui nous écoutent, ouais. Une école normale, on est bien d'accord, c'est une école qui va former des instituteurs. Absolument, voilà. Il va former des instituteurs. Et donc, ils vont former les instituteurs, et au fur et à mesure que des instituteurs laïcs vont sortir de promotion, ils vont prendre leur place et remplacer les frères de Ploermel. Et c'est là que les choses ne sont pas passées comme ça. Ça s'est passé, comme je viens de le dire là, en Guadeloupe, mais pas en Martinique. Ouais. En Martinique, il y a eu un clash qui a fait que les frères de Ploermel sont partis en bloc et brutalement. Ils ont quitté la Martinique. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ont quitté la Martinique, ils ont lâché les écoles en tout cas, même s'ils n'ont pas quitté la Martinique. Non, ils ont été remplacés par qui? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil général, au lieu de suivre, que vous parlez de mouvement autonomiste, oui, c'est une affirmation, disons, d'autonomie de la part de nos élus martiniquais. Ils se sont dit, plutôt que de suivre ce que nous dit le ministre, on va faire autrement. Le autrement, c'est quoi? Ils ont envoyé une information aux maires qui tiennent les écoles, qui sont responsables des écoles primaires, en leur disant, nous, Conseil général, à l'heure actuelle, on vous paye des congréganistes pour tenir vos écoles. Si vous trouvez des enseignants laïcs, eh bien, nous allons
payer ces enseignants laïcs, comme nous payons avant les enseignants congréganistes. Bon. Sylvain, vous êtes en train de me dire que des hommes politiques martiniquais ont dit à d'autres hommes politiques martiniquais, mettez les congréganistes dehors et puis mettez des laïcs à leur place. C'est ça, en fait. Ils ne l'ont pas dit de mettre les congréganistes. Non. À chacun sa part de responsabilité dans ça. Le message, c'est si vous trouvez des laïcs, oui, mettez-les à la place. Et nous sommes prêts à les payer. Ils ont dit ça. Mais comme on n'avait pas formé tellement de citoyens comme ça, bon, on disait il n'y en aurait pas eu. Ouais. Et donc, ce serait une intention politique forte, mais qui n'aurait pas eu d'effet. Qui serait restée lettre morte. Malheureusement, elle n'est pas restée lettre morte. Pourquoi? Parce que la commune de Rivière-Pilote a présenté des candidats pour le remplacement. Et donc Rivière-Pilote était déjà la plus qu'autonomiste, indépendantiste. Si on veut. Mais la fait partie de là. Ouais. Et donc, lorsque le frère responsable le responsable des frères de Ploemel ici a vu ça, il a dit, alors quoi? Nous allons assister à notre mort lente, année après année, au gré de la découverte de tel ou tel instituteur laïque compétent. Vous allez nous remplacer comme ça, alors qu'on nous a demandé de venir dans le cadre de contrats bien carrés, etc. Donc il s'est mis en colère et il a présenté sa démission collective à la rentrée de 1880, octobre 80. Brutalement, 110 mètres à trouver, puisqu'ils étaient tous congréganistes. Alors, bon, évidemment, ça a fait désordre. Le gouverneur s'est dit, comment il va faire? Et il a donc demandé au ministre de lui envoyer des enseignants formés pour tenir ces classes. Le ministre a dit, mais non, j'ai mes problèmes en France, je n'en ai pas pour la Martinique. Et donc, je n'ai pas pour la Martinique, donc il faut faire quelque chose. Donc on a pris des petites annonces. On a le gouverneur, le ministre de l'Éducation de l'Instruction publique en France a, sous les instructions du gouverneur et des politiques d'ici, publié des petites annonces en France pour recruter des instituteurs formés qui veulent bien venir en Martinique. Ouais. Bon, l'opération est en cours, mais on se rend vite compte qu'il n'y a pas des masses. La ronde des 110, il n'y en a que 59, donc c'est un échec. C'est une régression. Ouais. Et donc, ils sont arrivés, mais on s'est mis rapidement à former des instituteurs ici. D'accord. Ici, en ne créant pas l'école normale au niveau secondaire dont parlait le ministre, en créant rapidement avec les écoles primaires, dès que vous aviez le certificat d'études, vous veniez, vous passiez le détail est mis dans le livre, passez un certain temps, et vous sortiez avec un certificat qui vous permettait d'enseigner. Et donc, ce corps enseignant a été formé là, comme ça, sur le tas. Et il a été formé pas seulement de Martiniquais, les Martiniquais ont été recrutés comme ça, mais il y avait les 59 métropolitains qui arrivent, qui sont bien formés, qui ont déjà exercé en France et qui se retrouvent dans ce même corps enseignant en 1884. Donc c'est une bombe. C'est une bombe parce que vous avez à côté de créoles martiniquais peu formés, peu expérimentés, qui viennent d'être recrutés dans les conditions que je dis et qui sont mis au contact avec des enseignants qui ont été appelés, à qui on a promis le salaire. Parce que pour faire la petite annonce, on a dû dire les salaires qu'on leur offrait. Pour qu'ils puissent venir. Pour qu'ils puissent venir. Et c'était des salaires qui étaient incitatifs. Donc, et ensuite, le Conseil général a à gérer cela. Alors, c'est de là qu'est né beaucoup des problèmes de notre société. Parce que quand vous trouvez, pour faire le même travail, le travail d'adjoint, tenir une classe comme adjoint, vous avez forcément des Européennes, des Européens, des Martiniquaises et des Martiniquais. Ils font le même travail. Ils s'attendent à ce qu'ils touchent la même chose. Ouais. Et ce n'est pas le cas.
ce n'était pas le cas, parce que la réglementation de l'époque voulait que le personnel métropolitain touche le double, quel que soit, touche le double du Donc là, salaire. c'était pas 40%, c'était 100%. C'était 100%. Ouais. Mais vous avez cité le bon mot, 40%. L'histoire des 40% commence là, avec la création du corps enseignant martiniquais. Donc dès 1880, il y a déjà des problématiques de discrimination salariale. Absolument. Ouais. Et ça s'est prolongé ça s'est résolu en 1953. Mais est-ce que c'est vraiment résolu maintenant? Quand vous avez les 40%, on ne les a pas encore éteints. Alors, vous êtes un spécialiste de la mise à feu, parce que vous publiez, j'ai parlé des statuts tout à l'heure, mais vous publiez un texte ravageur sur les 40%, où vous dites la problématique des 40% est l'une des stigmates de ce blocage de la société. Absolument. Parce que, en fait, et vous reliez ça à la réparation, et vous dites, finalement, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas un écart de 40% réellement entre les revenus, en fait, le niveau de vie, le coût de la vie ici Ouais. et le coût de la vie au niveau national, Ouais. et qu'en réalité, ça va au-delà des 20% on va dire, de différence, et que c'est une espèce. Il y a des gens qui considèrent ça comme une espèce de réparation en cours. Oui, de réparation. Mais c'est vrai. Au lieu de vous donner 20, on vous donne 40. Ouais. Contentez-vous des 20 supplémentaires et c'est une forme de réparation. C'est de la provocation, ça. C'est de la provocation si on est en face, effectivement, de ceux qui demandent de la réparation comme de manière, je sais pas moi, mystique. Ouais. Je ne suis pas contre la réparation. Il faut une réparation parce Ouais. qu'il y a eu crime. Mais il faut savoir vraiment ce que l'on demande. Et il faut savoir qui doit recevoir cette réparation. Ouais. Alors revenons à ce musée, parce qu'on est vite passé dessus. Oui. Vous voulez un musée de l'esclavage et vous n'êtes pas un révolutionnaire, loin de là, Sylvain. Moi j'ai lu votre littérature, j'ai lu vos textes, vous n'êtes pas un coupeur de tête. Vous dites, c'est le meilleur moyen de dire la vérité, et en disant la vérité, on peut repartir de manière plus apaisée. Absolument. Et alors, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez mis en ligne une pétition Exact. depuis longtemps. Oui, depuis 2019, elle était adressée au président de la CTM Ouais. de l'époque. Là, on vous envoie balader. Je dis ça rapidement. On vous envoie balader en vous disant, bon, monsieur Faraudière, grosso modo, il y a quelque chose de plus important que faire un musée de l'esclavage. Et puis, surtout, la pétition, elle est adressée aux Martiniquais. Et les Martiniquais vous ont dit, bon, Faraudière, c'est ton histoire de musée, c'est bien gentil, mais nous, on a d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce qui explique l'absence d'intérêt des politiques et surtout l'absence d'enthousiasme des Martiniquais pour un musée de l'esclavage? Oui, enfin, le constat est bien dit, est bien posé. On n'est pas spontanément favorable en Martinique à la construction de musées. Pourquoi? Mais pourquoi on va y arriver? Enfin, Parce qu'en Guadeloupe, Oui. il y a un musée. Il y a un musée en Guadeloupe. Mais j'entends à l'actualité du jour, Ouais. j'entends l'inauguration du musée aux États-Unis, du musée de l'homme afro-américain à Washington, Ouais. inauguré par l'ancien président de la République, Barack Obama. Ouais. Donc, et tout le monde est content. Oui, mais- un musée qui a mis ça. Donc, Sylvain, pourquoi aux le musée? États-Unis, les Noirs sont minoritaires. Nous, en Martinique, nous sommes majoritaires. T'es- Pourquoi une population majoritaire, une population noire majoritaire, n'est pas enthousiaste à l'idée d'avoir un musée de l'esclavage? Parce qu'on n'est pas d'accord pour dire que l'esclavage est le fait fondateur de la société martiniquaise. Or, c'est bien ça ce qu'il faut admettre. Mais attendez. L'esclavage colonial Ouais. en Martinique est le fait fondateur de la société martiniquaise. Vous savez Et- qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Les Congos, les Africains qui sont venus travailler après 1848, quand vous leur dites qu'ils sont des descendants d'esclaves, ils sont pas contents. Les Indiens
qui sont arrivés après 1848 vous disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'esclavage. Les Syro-Libanais, plus les Chinois, enfin, toute une série de gens sont arrivés après l'abolition de l'esclavage, et ces gens-là vont vous dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quoi? Non, ils sont tout à fait honorables, toutes ces personnes qui sont citées. Il ne me viendrait pas à l'idée de leur contester quelconque de leurs revendications. La seule chose que je dis, c'est qu'ils sont en Martinique et que la société martiniquaise a été fondée par le fait de l'esclavage. Ils sont arrivés après, ils se sont adaptés comme ils ont pu ou comme ils ont voulu à cette réalité. D'ailleurs, ils se sont alliés à des descendants d'esclaves. Par exemple. Par exemple, où ils sont restés à l'écart. Mais en restant à l'écart, vous restez à l'écart de quoi? Vous restez à l'écart de l'esclavage. Donc, ne me dites pas que l'esclavage n'existe pas pour vous. Donc, pour vous, c'est le cœur de la fondation de cette société. Absolument. Et donc, vous êtes en train de constater que la majorité de cette société se bouche les yeux. Absolument. Et vous m'avez toujours pas dit pourquoi. Vous n'osez pas me dire pourquoi. Oui, c'est-à-dire, on n'est pas forcément là pour allumer tous les feux. Ah non, il faut allumer. Non, regardez ce qui est écrit derrière moi, là, il y a marqué politiquement incorrect. Et vous devez nous dire, les gens l'attendent, pourquoi les Martiniquais, quand on leur parle esclavage et surtout musée, vous vous rendez compte qu'ici, on a un musée qui parle des Amérindiens. Ah oui, on a un musée. Mais on n'a pas de musée qui parle de l'esclavage. La seule personne, la seule structure qui ose mettre le mot esclave. La savane des esclaves. La savane des esclaves. Alors rendons-lui hommage ici, parce qu'il fait un travail fantastique. Non, je lui rends hommage. Mais c'est le seul qui ose mettre le mot esclave en public sur une affiche et son nom en dessous et son logo, etc. Et quand les touristes sont là, la première chose qu'ils font, ils vont là. Voilà. Mais vous sentez bien que c'est pas la même chose. Je ne demande pas de déposséder cet entrepreneur. Il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il a voulu. Je demande que l'institution publique, je demande que nous qui payons des impôts, nous soyons représentés, nos idées soient représentées, soient matérialisées dans une structure que j'appelle musée. Alors, je vais vous citer, parce que vous dites, rien ne se passe, rien ne bouge. La CTM et les élus martiniquais sont interrogés depuis juin 2019, vous leur rappeliez il y a quelques minutes, sur la nécessité de créer un musée nommément dédié à l'esclavage colonial en Martinique. Vous n'avez pas envie d'être couillonné. Non. Il faut que ça soit marqué. Absolument. Crier cause autres léa, mais matière esclavage. Ce musée est un de ces instruments indispensables pour initier chez les jeunes et les moins jeunes la prise de conscience individuelle de la trajectoire historique de la population et pour donner une solution, c'est là que c'est intéressant, aux problèmes liés à l'exposition des statuts des personnages qui jalonnent cette histoire. Vous vous dites, c'est pas la peine de les casser. Prenez-les, déplacez-les, mettez-les dans un musée, puisque la plupart ont un lien avec l'esclavage. Absolument. Bon, soit Joséphine, soit... Alors, bon, rappelons quand même que c'est pas Joséphine qui a suggéré à Napoléon de rétablir l'esclavage. Le Napoléon en question, il était suffisamment généreux pour les anciens colons de Saint-Domingue qui faisaient du lobbying pour qu'ils rétablissent l'esclavage. Et en plus, ce qu'on a découvert récemment, c'est que c'est quand même un décret de Napoléon de 1815 qui abolit la traite négrière. Donc, c'est un peu paradoxal, d'un côté, de rétablir l'esclavage, d'abolir la traite négrière, et puis de dire que Joséphine est mêlée à ça. Mais bon, c'est pas grave. Vous dites, prenons toutes ces statues un peu controversées, et profitons-en pour les mettre dans un musée. Oui, on les met dans un musée, on les met en perspective dans leur époque, dans l'histoire de la Martinique. Vous n'avez pas voulu me dire pourquoi la population martiniquaise est hostile ou n'est pas enthousiaste. Attendez, vous allez peut-être me le dire. Mais vous ne m'avez surtout pas dit pourquoi les hommes politiques martiniquais ne veulent pas de ce musée. Ils n'ont pas encore dit qu'ils ne veulent pas. Non, à l'heure actuelle... Est-ce qu'on peut oser... À l'heure actuelle, la campagne est lancée d'information. Ils sont occupés à l'heure actuelle par la mise en place de la CTM, etc. Oui, mais ils étaient déjà occupés en 2019. Ils sont occupés depuis des décennies. Mais
En réalité, est-ce qu'on peut dire les choses, Sylvain? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, alors moi je vais me mouiller, parce que vous allez peut-être me dire si je me trompe. Est-ce que nous n'aurions pas honte d'avoir été esclaves? Et tout ce qui nous rappelle ça, nous préférons l'occulter plutôt que de l'assimiler et d'en faire quelque chose dont nous pourrions être fiers. Oui, c'est absolument ça. C'est le culte de l'oubli. Le culte de l'oubli qui est en vigueur chez nous. Et on nous demande par toutes sortes d'injonctions de ne pas regarder dans le rétroviseur, d'oublier, de ne pas être esclave de l'esclavage. Ouais. Enfin, il y a des formules les plus sophistiquées qui nous incitent à ne pas regarder derrière, à oublier l'esclavage, à aller de l'avant. Et vous, ce que vous dites, c'est que ce musée peut constituer une espèce de, bon, pour éviter d'employer des mots trop sophistiqués, une espèce de remède, c'est bien ça, de levier pour guérir de cette problématique, parce que vous dites, nous continuons à subir, de manière directe ou indirecte, les conséquences, les stigmates de ce moment fondateur de cette société. Absolument, c'est bien ça. L'aspect curateur du musée, ou sa vertu, moi je le résume ainsi. Nous avons quoi? Nous avons en fait de grands groupes. Puisqu'on parle de crimes contre l'humanité, vous avez une victime et vous avez un bourreau. Et le bourreau, il faudrait soit engager de la vengeance vis-à-vis de lui, soit de la vengeance vis-à-vis de lui, soit le pardonner, etc. Ouais. Mais bon, le bourreau, il est mort quand même. Le bourreau est mort. Le bourreau est mort. En fait, le seul survivant dans toute cette histoire, les seuls survivants, c'est les descendants des bourreaux et les descendants des victimes. Mais bon, très objectivement, aller se venger sur les descendants de l'un ou de l'autre. Par contre, il y a un acteur, lui, qui est, j'allais dire, définitivement présent, c'est l'État français. L'État français est définitivement présent, mais vous avez parlé quand même des descendants, des anciens esclavagisés, des descendants des anciens esclavagistes. Et nous sommes tous, à l'heure actuelle, des citoyens français vivant en Martinique. Et c'est là que je souhaite que ces personnes-là, même s'ils n'ont pas été ni les esclavagistes de départ, ni les esclavagisés de départ, je souhaite que les armes baissent un peu. Et je dis que le musée construit ensemble. Ce n'est pas un musée qui serait imposé par telle ou telle fraction de la population à tel autre. Le musée, pour qu'il ait atteint cet objectif, il faut qu'il soit construit dans la convivialité, que chacun apporte ce qu'il a à apporter et qu'on se trouve dans un lieu où ceux qui voudraient être pardonnés seront pardonnés sans avoir demandé le pardon. Ça, c'est un pardon qu'on leur octroie. Non, qu'ils obtiennent par le fait même de l'exposition du fait. Mais Sylvain, si un béquet vous dit, imaginons ça, parce qu'ils sont tout à fait légitimes à venir vous dire, mais monsieur, moi, vous savez ce que mes arrière-grands-parents ont fait, j'en suis pas responsable et je n'ai pas à vous demander pardon. S'ils osent vous dire ça, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirai, nous sommes en société et nous avons à être responsables les uns vis-à-vis des autres. Moi, je vis en société, je suis un jeune homme, j'arrive à l'âge adulte et je me dis, tiens, il me faut gagner de l'argent. Tiens, la hiérarchie de la fameuse hiérarchie sociale, raciale. Mais au fond, d'où ça sort? Quelle est l'origine de la fortune des politiques, des hommes politiques? Vous voulez me faire dire pourquoi? Quelle est l'origine de la fortune de politique? Quelle est l'origine de la fortune de ceux qui ont de l'argent? Et cherchez la réponse. Vous pouvez chercher la réponse. Le béquet qui me dirait ça, moi je lui dirais ça. Je dis, moi j'ai une question que je me pose. Vous lui dites, vous avez hérité
de ce qui s'est passé à l'époque, en fait, du Mais- crime. Vous avez bien sûr. hérité et vous vivez dessus. Mais il peut très bien vous dire, bah, monsieur, moi, peut-être, mais que certains le font, mais moi, j'ai rien eu et j'ai monté mon business Non, à la sueur de mon front c'est bien bon. et il y en a. C'est bien pourquoi il ne faut pas individualiser les choses. Vous dites, Non, allons non. mettre tout ça dans un seul... Non, je ne prends pas, je ne Ouais. ferai pas de discours personnel, Ouais. interpersonnel avec tel ou tel. Je dis qu'on vit en société, on a des groupes, on a des enfants qui naissent, qui ne connaissent pas le passé et qui doivent connaître leur histoire Ouais. de façon à éviter de reproduire cette histoire de manière inconsidérée, de manière sans s'en rendre même compte. Donc, le bon sens voudrait que nous nous mettions d'accord pour leur offrir quelque chose de présentable plutôt que de chacun se retrancher Se recroqueviller, dans son groupe avec ses arguments, ses contre-arguments, etc. C'est quelque chose, bon, je sais que c'est utopique. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Les Guadeloupéens ont leur musée, à Curaçao il y a un musée, à Barbade il y a un musée. Pourquoi on n'aurait pas le nôtre? Ben, bien qu'en disant que c'est utopique, je souhaite vivement que ce musée soit... Alors, on va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose parce que je pense que là, c'est votre combat. Si on peut, on va vous aider là-dessus, c'est clair. Merci beaucoup. Il y a quelque chose sur laquelle je voudrais revenir. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Vous me disiez, quand on préparait cette émission, que vous avez, de manière quasiment systématique, vous vous êtes de manière quasiment systématique posé la question de savoir pourquoi vous vous sentiez mal à l'aise dans la société martiniquaise. Tellement mal à l'aise que vous avez fini votre carrière à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, c'est bien ça? Oui. Alors, j'ai retrouvé votre nomination sur le net. Vous savez que votre nomination est sur le net. Oui, c'est fantastique. C'est un décret. Et voilà, un décret. Et puis, vous étiez un patron dans la région. Hein? Oui, absolument. Bon, alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un Noir peut ressentir comme doute au sein de son propre pays, à tel point qu'il a besoin de s'expatrier pour se sentir un peu moins stressé, un peu moins mal à l'aise. Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce que vous n'êtes pas le premier à le dire. Hein. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est-à-dire, on est quoi au fond? On est des citoyens français, Ouais. ou on est je sais pas moi, des patriotes. Vous savez que ces temps-ci, c'est le gros débat. Hein. Oui, c'est le gros débat. Ouais. Mais forcément, on est citoyen français. On peut donner à cette situation telle orientation, telle force que l'on voudrait, hein, seul ou en groupe. Mais il y a cette réalité-là. Bon, il faut la vivre, cette réalité-là. Il faut voir ce qui est proposé en face. Ouais. Ce qui est proposé en face, c'est quand même un repli. Un repli. Non, attendez. Pourquoi c'est un repli? Ouais. Dites-moi ça. Parce que d'un côté, vous avez, c'est mal fait, mais une idée de développement général. Oui. Bon, quand par exemple, vous avez le problème récent là du coronavirus. Oui, on va en parler. Vous avez la France, le gouvernement français, l'État français dans lequel nous faisons partie, qui a un objectif, Oui. sauver des vies. Je ne dis pas qu'en face, on n'a pas le même objectif, mais derrière, vous sentez bien qu'on ne cherche pas à savoir pourquoi cette masse de gens dont je suis issu, avec lequel je suis solidaire, cette masse de gens ne sont pas vaccinés. Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ouais. C'est. On n'a pas su leur parler, Ouais. mais ils ne sont pas vaccinés et ils sont là. Ils se disent, jour là, moi, arrivé, manquait mort. Ouais. Le fatalisme. Le fatalisme, l'absence de connexion avec la modernité, ne pas croire en la science.
pourquoi ils sont dans cet état. Pourquoi l'école n'a pas fait le travail qu'il fallait faire pour qu'ils soient moins nombreux à être dans cet état. Et pourquoi certains utilisent cette situation dans laquelle ils sont objectivement pour justement, marquer une espèce de territoire d'appartenance. Nous parlons au nom de ces gens-là. Ça devient idéologique, en fait. C'est idéologique. Ouais. C'est idéologique. Alors, là, vous prenez un exemple récent. Mais je vous connais, je commence à vous connaître maintenant. Vous prenez un exemple récent pour expliquer une situation qui date de très longtemps, qui est récurrente et face à laquelle vous vous êtes trouvé dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, jusque dans les années 90. Oui. Et j'ai l'impression que vous avez des scrupules à nous dire que malgré tous les progrès qui ont été faits dans cette société, malgré la modernité quand même, parce que les années 60 et les années 90 en Martinique, vous avez vu les changements quand même. Oui, absolument. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est le racisme. C'est l'exclusion d'une partie majoritaire de la population martiniquaise. Et j'ai l'impression, et vous allez probablement me dire si c'est le cas, que vous ne vous êtes pas senti accepté, intégré dans votre propre pays. Oui, ça à plusieurs reprises, j'ai eu ce sentiment. Et la position des jeunes qui, à l'heure actuelle, sont très bien formés et partent quand même chercher leur vie ailleurs qu'en Martinique, ça, je l'ai ressenti à plusieurs reprises dans mon existence. On sent qu'on ne réussira pas à s'exprimer comme on le souhaiterait. À trouver sa place, en fait. À trouver sa place dans cette société. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi? Qui est-ce qui est responsable de ça? Pourquoi Je crois que vous n'avez pas envie de vous fâcher. En fait, vous avez envie de vous fâcher avec personne parce que vous dites, bon, est-ce que ça va servir à quelque chose? C'est vrai. Bon, c'est vrai, il y a un peu de retenue. Mais... Parce que vous avez de la retenue. Vous êtes un senior, vous êtes un sage. Ouais. Mais les petits jeunes qui sont en train de monter là, on va dire que les radiations de l'assimilation, de l'acculturation, c'est fini pour eux. C'est terminé. Et là, il y a une vraie revendication du changement. Oui, il y a une vraie revendication du changement. À l'heure actuelle, au fond, là, vous parlez de l'assimilation. Ouais. L'assimilation, elle est totalement faite là où elle pouvait se faire. Mais elle ne se fait plus vraiment avec autant d'acuité. Elle s'est faite là où elle pouvait se faire. D'accord. Mais il y en a un reste où il ne peut pas se faire. Alors dites-nous, donnez-nous l'adresse mais non, du mais reste. vous avez une population, quand on parle statistiquement, on dit 30% de la population de la Martinique est en dessous du seuil de pauvreté. On regarde la courbe des scores électoraux, 40% de la population, des inscrits, s'expriment pour une faute aussi importante que vous avez. Et on dépasse vraiment. Donc vous avez toute cette masse qui ne s'exprime pas, qui est derrière. Et je ne vais même pas dans les statistiques de la CAF pour vous parler des aides sociales. Donc vous avez toute une partie de la population que l'on cache. Qui ont, évidemment, comme vous me parlez de prudence, je suis prudent parce que je ne peux pas dire que tel ou tel cache. Oui, mais attendez. Mais ils sont cachés. Mais pourquoi vous ne dites pas, pourquoi vous ne les désignez pas? Parce que qu'est-ce que vous craignez? Je suis pas un procureur. Aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous touchez votre retraite, vous avez réussi professionnellement, mais vous nous lancez quand même quelques messages. Et c'est peut-être que les gens qui sont directement concernés, que vous n'osez pas nommer, ont une part de responsabilité dans tout ça. Ils ont une part de responsabilité. Je demande à chacun de réfléchir à ça. Je pose les problèmes. Je ne désigne pas des coupables forcément. Je ne suis pas procureur. Mais je dis qu'on a ces problèmes et il faut les résoudre. Ouais. Il faut les résoudre. Il faut que l'échec scolaire, j'ai consacré l'un des livres à l'échec scolaire, il faut que ce terme n'existe pas. Or, à l'heure actuelle, quand je parle de population cachée,
l'échec scolaire est caché. Ouais. Il est réel, mais il est caché. Où allez-vous entendre parler de l'échec scolaire? Il faut aller dans les statistiques fines du rectorat. Alors que nous savons, nous qui sommes issus de cette population qui est en échec, nous savons comment les enfants restent en échec, nous savons quelles sont les conséquences de leur échec sur la société. Et donc, je ne vais pas dire le recteur est responsable, je ne vais pas dire ceci est responsable. Je dis, ce problème existe, il y a l'échec scolaire, il y a des moyens de faire disparaître, et nous devons dire que cet échec, sinon on est coupable, et proposer des moyens de faire disparaître. Alors, vous êtes très subtil en la matière, parce que vous dites, à la fois dans vos livres et dans vos textes, vous dites, je ne vais pas stigmatiser le rectorat, vous venez de le dire, oui. Je ne vais pas stigmatiser les enseignants, vous venez de dire tout à l'heure, absolument. Ils font bien leur boulot, etc. Bon, oui. Le problème, c'est qu'au total, je ne vais pas tirer sur les hommes politiques, oui. Au total, vous constatez, comme moi, oui. Et vous l'avez dit d'emblée dans cette émission, que cette société est bloquée. Elle est bloquée. Et vous venez d'en illustrer l'un des blocages, c'est que nous produisons un maximum de jeunes qui vont aller, alors soit ils vont se radicaliser, soit ils vont partir, soit ils vont aller vers des choses illicites. L'échec scolaire que vous venez de... Oui. Et vous dites, enfin, vous n'osez pas dire que tout ça est probablement volontaire. Tout ça est volontaire, oui, certes, il y a une part de volonté là-dedans. Mais ceux qui ont le pouvoir, ouais. Ils réagissent comme n'importe où, n'importe qui a le pouvoir. Son premier mouvement, c'est de conserver ce pouvoir et de se donner les moyens de Alors, conserver ce que vous dites là est terrible, parce que c'est redoutable ce que vous dites. Vous dites, et vous le signalez, vous signalez que ça existe, vous l'avez dit, dès la fin du 19e siècle. Et vous dites, il y a un certain nombre de groupes ethniques ou politiques ou économiques, mais tout ça c'est à peu près la même chose, qui souhaitent conserver le pouvoir. Oui. Et vous allez me dire si je me trompe, ils organisent le système scolaire pour justement reproduire leur caste et interdire l'accès à l'éducation à la partie noire de la population. Alors la partie noire, je ne sais pas, mais attendez, noire, elle est noire certes, oui. mais on ne peut pas mettre un adjectif pour dire qu'elle est toute noire. Non, mais moi je parle je parle de fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ah oui, c'est quand même la majorité de la population noire qui n'accède pas au pouvoir, parce qu'il y a bien quelqu'un que vous citez et probablement pour lequel vous avez beaucoup d'admiration, qui est Aimé Césaire, oui. qui dit au moment de la décentralisation, donc vers 1983-1986, il faut que nous donnions accès à la masse de la Martinique, à l'éducation. Et je crois, parce que je vous ai dit que j'ai passé quelques coups de fil, je crois que vous êtes quand même à l'origine d'une idée pour accélérer justement cet accès à l'éducation, notamment des masses rurales, qui passait par la multiplication des lycées. Et vous dites, si on m'a bien renseigné, vous dites à Camille Darcière, bon Camille, il y a des lycées techniques, ce serait quand même pas mal d'en faire non pas exclusivement des lycées techniques, mais des lycées polyvalents. Oui, là nous entrons dans la pratique. Non mais c'est ça. Vous auriez dû faire de la politique en fait. En fait, oui, c'est un parti politique qu'il faudrait créer probablement pour porter... oui, mais j'en suis... Pour faire le musée. Non, mais pour porter ses idées. Mais revenons sur ça. Vous dites c'est de la pratique. Oui. Les types, ils se retrouvent avec 4 musées. L'État leur dit, bon, écoutez, décentralisation, vous occupez des lycées. Oui. C'est mon gars qui dit, mais frère, et puis qui l'a jamais fait ces lycées-là. Et oui. vous dites, on va réussir, allons plus vite. Oui, on va réussir, on va aller plus vite, on va regarder qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour le faire. Et effectivement, il y a eu en 1988-89, il y a eu
un clash qui se préparait Ouais. et qui était comment accueillir une masse d'enfants qui avaient le niveau, Ouais. qui pouvaient entrer en lycée dans les 4 lycées existants. Vous vous rendez compte? Il n'y avait que 4. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà. Parce que les gens qui auraient un doute sur le fait que vous puissiez dire tout ça était volontaire Ouais. et l'organisation du système scolaire était fait pour maintenir à distance et maintenir à l'écart la masse de la population martiniquaise. C'est l'exemple parfait que Oui, c'était vrai. C'était vrai parce que, bon, il fallait quelqu'un pour comprendre la situation. C'est vous. Pour comprendre ça. C'est bon, vous. Bon, vous me mettez en exergue. Non, 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 mais c'est vous. C'est vrai. Bon, il fallait créer un lycée. Puisque j'avais 300 ou 400 jeunes qui étaient là, sur la zone de Fort-de-France, Ouais. qui cherchaient une place de lycée. Et en lycée, et que faire? Donc, je propose de créer un lycée. Je l'ai appelé même le 5e lycée. Ouais. Et bon, il a fallu, je n'étais pas seul, il a fallu quand même, pas quand même, il a fallu que les locaux soient rendus disponibles. Et c'est le maire de Fort-de-France qui l'a rendu son école. C'est un collège à ce moment-là. Le collège de Chelcher, l'ancien collège de Chelcher, nous mettre les locaux à disposition. C'était quand même la région qu'il fallait comment dire, intéresser. Et, Oui, parce que c'est eux qui ont fait le chèque. Hein. c'est eux qui ont fait le chèque, mais c'est surtout, comme ils avaient Armand Nicolas qui a travaillé quand même un peu quotidiennement avec moi pour suivre l'évolution des choses. Et surtout, moi, lui démontrer que c'est faisable, on peut réussir. Ouais. Et c'est certainement Camille Dercière, le responsable de la région, de prendre la décision de construire un lycée, parce que c'était bien ça. Construire un lycée, chacun a sa compétence là-dessus. Et à moi de garantir que ce lycée construit aurait des enseignants formés. Mais ces enseignants, ils étaient là. Ils étaient là, sous-employés, mal employés et posant problème de leur côté. Donc vous avez toute une série de problèmes qui peuvent être résolus en même temps par une vision intelligente de la situation réelle de la Martinique. Sylvain Faraudière, on va s'arrêter là, puisqu'on a déjà passé 1h30. Et je pense qu'on a quand même secoué le cocotier. Et la conclusion, c'est que vous allez créer votre parti politique. Oh, Je plaisante. À cet âge-là. En tout cas. Par contre, je peux aider forcément un jeune dont l'idée, que cette idée, à qui cette idée viendrait. Donc, là, très clairement, ce soir, on a fait rapidement le tour de votre parcours. Mais surtout, ce que je souhaitais, c'est mettre en exergue cette espèce de réflexion sur la société martiniquaise et vous rendre hommage quand même. Parce que vous savez, souvent les gens rendent hommage 300 ans après la disparition des gens. Moi, je pense qu'il était important que vous puissiez à la fois donner un écho à vos idées, mais surtout qu'on vous rende hommage sur ce que vous avez pu faire et la contribution importante que vous avez donnée à ce pays. En tout cas, merci. Ne bougez pas. Alors, je vous rappelle, vous savez qu'il y a un petit moment lecture. Ouais. Je vous rappelle que notre partenaire lecture est la librairie antillaise, que nous profitons pour nous faire un peu de pub, puisque le dernier historial est sorti. Alors, je m'appelle pour me dire, mais il y a quoi dedans? Alors, il y a l'histoire de la disparition d'Émile Édouard, qui a été occultée totalement pendant pratiquement 40 ans, et aujourd'hui, plus de 40 ans, 50 ans, et aujourd'hui la vérité sur la disparition d'Émile Édouard. Alors je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Ouais. Vous qui aimez l'histoire de l'éducation, il y a l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Ruby Bridge et qui est la première enfant noire des États-Unis à entrer à l'école publique blanche. Et il y a une photo fantastique et l'un de nos pigistes contributeurs raconte cette histoire où on la voit aller à l'école entourée de 4
policiers fédéraux pour qu'elle ne soit pas agressée par des Blancs sur le chemin de l'école. Et donc on raconte cette histoire-là. Vous avez également le Business News qui est toujours... et là on va voir qui gère le pays. Et puis le People Yol qui est également en kiosque. Alors pour en venir à vos bouquins, alors les gens qui veulent comprendre, et dans cette émission, ils ont compris pourquoi on en est là aujourd'hui. Avec grâce à ta perspicacité. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et grâce à votre ouvrage, à vos ouvrages. Alors d'abord, l'école aux Antilles françaises, le rendez-vous manqué de la démocratie. Et c'est là que vous racontez cette épopée, parce que c'est une épopée. C'est une épopée. C'est une épopée. Ouais. Et on est bien d'accord que l'un des piliers du progrès social et puis de l'explosion de cette espèce d'apartheid tranquille qui était en vigueur en Martinique, c'est l'école. C'est l'école qui permet ça. C'est l'école qui permet. Donc ce premier livre, et ensuite l'histoire de l'école en Martinique, échec scolaire ou archaïsmes coloniaux. J'invite tous les hommes politiques qui manquent d'idées à se plonger dans ces deux livres. Vous verrez que ça ne date pas d'hier, comme dirait l'autre. Très bien. En tout cas, félicitations. Et tous ceux qui veulent se les procurer, déjà, vous allez à la Librairie Antillaise et vous exigez d'avoir ces deux bouquins de Silver Faraudière. Alors, mes bouquins à moi, c'est pas moi qui les écris, mais je les chronique. Ouais. Alors bon, Légitime Défense, 1932. 32, oui. Donc quand je vous dis Étienne Léraud, René Ménil, Gilles Monroe, Maurice Kittman, Simone Yoyotte, ça c'est des révolutionnaires. Ce sont les premiers. Ça c'est des révolutionnaires. Ça c'est des gens qui ne faisaient pas semblant de faire la révolution et d'ailleurs qui ont beaucoup souffert de ce qu'ils ont écrit puisque nous sommes en 1932. 32. Ok. Et ces gens-là parlent d'une situation coloniale, du caractère ethnique et la réalité historique des Antilles. Déjà, bien évidemment. Alors ça s'appelle Légitime Défense, on comprend pourquoi. À lire absolument. Alors les gens qui ont intérêt par pure, j'allais dire, démagogie politique à travailler dans une espèce de schizophrénie permanente, une dichotomie blanc-noir et puis le reste, machin, rien ne compte. Une petite histoire qui est légèrement désagréable, c'est là où les nègres sont maîtres, un port africain au temps de la traite. Alors, la ville, c'est dans le Ghana actuel, et ça s'appelle Anamabo. C'est la plaque tournante de la traite négrière sur la Côte de l'Or, la Gold Coast, le fameux Ghana. Et il y a une ville, cette ville, qui est gérée par des Noirs, des Africains, et qui est l'une des plaques tournantes de la traite négrière. Oui, et ce sont des gens qui sont immensément riches et qui disent « Moi, mes frères, je vais les capturer dans la savane et je les vends. » Et ce qui est intéressant, c'est que cet auteur qui s'appelle Randy Sparks, qui est prof à l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans, qui est un spécialiste de l'histoire du Sud, et c'est un anti-esclavagiste forcené, il dit il faut qu'on raconte cette histoire également. Oui. Okay. Et les enfants des bourgeois noirs de cette ville du Ghana faisaient leurs études à Londres, en pleine traite négrière. Hein. On parle des années 1600, les esclavagistes ne sont pas seulement blancs. Ils sont de toutes les couleurs. Bon, alors, n'y voyez aucun lien avec ce qui se passe dans l'actualité martiniquaise, mais je tenais absolument à vous chroniquer ce bouquin. Ça s'appelle « Histoire universelle de la connerie ». C'est un bouquin fantastique. C'est sous la direction de Jean-François Marmion. Alors, il y a plusieurs contributeurs, mais et vous verrez que c'est universel. C'est universel. Et nous n'y échappons pas. Il y a des exemples fantastiques. Alors celui-là, je vous recommande. Avant de dormir, vous lisez un chapitre. C'est génial. Alors, il y a quelques jours, l'État français a enfin... Alors, l'État français, le président de la République française actuelle a enfin reconnu le massacre de 61 où on a jeté des Algériens dans la Seine et on a tué et assassiné des Algériens qui défilaient pour protester contre la colonisation en Algérie, en sachant que la guerre était quasiment terminée.
et Maurice Papon, l'horrible Maurice Papon, Oui, il a été le seul condamné. le seul nommé par Macron, mais c'est tout le système de la République française. Et là, vous avez un bouquin qui s'appelle Requiem pour une République de Thomas Cantaloupe, qui fait un peu la chronique de ces années noires sur l'Algérie et les tueries. Alors, les tueries sont dans les deux sens. Hein. Le FNL faisait sauter des policiers et les policiers se sont vengés en exécutant des Algériens. Époque terrible. Eh oui. Alors, autre bouquin fantastique, ça s'appelle 6 jours. Je l'ai déjà chroniqué, mais comme j'ai reçu des appels de Ryan Gatiss, vous vous rappelez de ces 6 jours qui ont suivi l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King à Los Angeles, vous vous rappelez? Ouais, La absolument. vidéo est sur le net, on peut la voir. Ouais. Les titres Massacre Rodney King. Ils sont inculpés et évidemment, ils sont, comme d'habitude, Ils sont libérés. acquittés. Et pendant 6 jours, donc du 29 avril au 4 mai 1992, Los Angeles est à feu et à sang. Et c'est l'histoire de cette époque, ça s'appelle 6 jours. Absolument. Et puis, le polar. Alors, c'est un peu un polar, 6 jours, mais c'est historique. Et là, c'est un vrai polar. Ça s'appelle Du sang sur l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, la référence absolue de l'arc-en-ciel, c'est évidemment la République d'Afrique du Sud. Ouais. Et Mike Nichol vous raconte ce qu'est devenu l'Afrique du Sud après la fin de l'apartheid. Si vous voulez aller passer vos vacances, vous pouvez, mais soyez prudents. Enlèvement, raquettes, meurtres, etc. Ce pays souffre énormément. Monsieur Silver Faraudière, félicitations. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi. Et puis, comme je le dis à certains de mes invités, il y aura un épisode 2. Merci d'avance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.